Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis Patrick François et bienvenue sur Haïti Culture et Perspective, la chaîne qui dit du bien d'Haïti. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire. Nous allons faire un voyage dans un texte d'humiliation de l'homme par l'homme. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler du Code noir, sorte de constitution esclavagiste qui prévoyait pour l'esclave la conversion au catholicisme, la servilité la plus absolue, la mutilation ou même la mort. Attention, parler de l'esclavage n'a pour but ni d'incriminer les générations actuelles, ou même les fils et filles de négriers, ni de s'installer dans une posture victimaire. Parler de l'histoire n'a pour but que d'éduquer les générations à venir. Le Code noir est un texte mais aussi un modus operandi. En tant que tel, il mérite toute notre attention. En 1492, Christophe Colomb établit une colonie en Amérique sur une île qu'il appelle Hispaniola ou Petite Espagne. Il établit un régime de violence et de travaux forcés. Les Indiens Caraïbes meurent et sont remplacés dès l'année 1500 par des esclaves venus d'Afrique dans un honteux commerce nommé le commerce triangulaire impliquant l'Europe, l'Afrique et le continent américain. En un demi-siècle, Hispaniola, qui est devenu Saint-Domingue, est contrôlé par la France et devient la vache à lait de cet immense empire colonial. Le commerce du sucre, régi par le pacte colonial et les principes du colbertisme, feront de cette île le territoire le plus précieux de l'empire français. Cette prospérité construite sur le dos des esclaves doit être protégée à tout prix. C'est dans ce contexte que Jean-Baptiste Colbert, alors ministre de la Marine, propose un texte qui changera le sort des esclaves et conduira sans doute au soulèvement général à Saint-Domingue. Selon ce texte inhumain, l'esclave est un meuble, une marchandise, un bien comme un autre. Il n'a pas de sentiment, il ne saurait avoir mal. Surtout, il ne pense pas. Il parle à peine, en tout cas, il obéit. L'esclave est un objet qui obéit au doigt et à l'œil, à son maître et à sa maîtresse. Ça, c'est l'article 44 du Code noir qui le prévoit. Jamais l'homme n'avait fait un manuel plus dégradant pour l'homme. Ça aussi, il faudra en parler à nos enfants, et même s'ils ne posent pas de questions à ce sujet. Le Code noir, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le titre d'une chanson de Kanye West. Ce n'est pas le titre d'un morceau de zouk ou de compas sur lequel on danse en collet serré. Ce n'est pas une boisson tropicale faite à base de gingembre. Ce n'est pas non plus un cocktail visant l'ivresse dans un bar du samedi soir. Quand les questions tomberont de la bouche de nos enfants, il faudra que nous soyons prêts à leur fournir la réponse la plus pédagogique, la plus ludique et la moins victimaire qui soit. Il nous faudra donner une autre image que celle de l'homme noir en colère. Nous ne sommes pas là pour inculquer notre colère à nos enfants. Il faudra penser au moment de répondre. Il faudra tourner la langue 7 fois dans la bouche avant de donner une réponse. C'est notre responsabilité. Car la réponse d'un parent à un enfant a pour vocation de rester en lui.
Les paroles d'un parent restent inscrites dans la mémoire émotionnelle des enfants. Il faudra faire attention. En attendant, disons que le titre complet de ce texte inhumain était « Code noir, l'édit du roi sur les esclaves des îles d'Amérique ». C'est ce qu'il faudra leur dire à nos enfants. Il faudra leur dire que ce code fut érigé et promulgué telle une loi en mars 1680 au château de Versailles, que le roi de France qui l'a approuvé était Louis XIV. Il faudra leur dire, il faudra oser leur dire qu'on l'appelait aussi le Grand, lui le Grand, dit le roi Soleil. Waouh! Imaginez si c'était le roi des ténèbres. Il faudra leur dire que c'est Jean-Baptiste Colbert qui lui conseillera ce code. Lui, sa vision, c'était de faire de l'esclavage le principal moyen d'enrichissement de la France. Et pour ce faire, il fallait administrer tout cela, donner à ce régime d'exploitation de l'homme par l'homme une base légale, contrôler tout cela, contrôler. Voilà le maître mot. Colbert meurt en 1683. C'est son fils, Jean-Baptiste Antoine Colbert, marquis de Seignelay, qui parachèvera la première rédaction du Code noir. Le texte sera quelque peu modifié sous Louis XV en 1724. Ce manuel avait pour objectif de diriger les esclaves, les contrôler, les contraindre, les corriger, leur couper la main, le bras, le jarret, le sexe, la tête s'il le faut. Un manuel pour faire du mal, un manuel pour avilir les semblables. Il fallait lui rappeler ce qu'il était et ce qu'il n'était pas, ce qu'il pouvait ou ce qu'il ne pouvait pas faire. Je ne sais pas s'il faudra dire à nos enfants que tout cela se faisait au nom de Dieu, que lui, Louis XIV, était un monarque de droit divin. Ils ne comprendront pas une telle gabegie. D'ailleurs, le texte du Code commence comme suit. Lui, par la grâce de Dieu, etc. Et dire que ce Code avait pour vision de protéger les esclaves. Protéger cette force de travail qui garantissait la richesse de la France. À cette époque, Saint-Domingue était la perle des Antilles, le premier de la France, la principale source de son enrichissement. Ainsi, 60 articles furent établis. Voyons quelques-uns d'entre eux dans le seul but de comprendre et de faire comprendre. Voici des morceaux choisis de ce texte de cruauté, soit 4 articles qui donnent une idée précise de la loi et de son esprit. Nous avons retenu l'article 1er, l'article 12, le 33 et le 38. Mais avant cela, la précaution suivante s'impose. Loin de nous la volonté de pratiquer quelque anachronisme que ce soit. Mais, en même temps, de tout temps, on a pu trouver des hommes à l'esprit suffisamment ouvert pour lutter contre la mentalité nauséabonde de leur époque. L'époque n'est jamais un prétexte. Dans l'article 1er, on demande la permission à Dieu pour haïr les Juifs et on s'arroge le droit de les chasser des îles d'Amérique. On leur donne 3 mois pour déguerpir sous peine de confiscation de corps et de biens. Passons à présent à l'article 12. Il règle la question de la succession servile des enfants. Il accorde la garde à la mère. L'article 33 dit implicitement que seule une catégorie d'hommes a le monopole de la violence. L'autre ne peut que la subir et jamais l'infliger.
Quant à l'article 38, il interdit à l'esclave de s'enfuir, sous peine des pires atrocités pouvant conduire jusqu'à la mort. Et ça continue, encore et encore. Je vous invite à lire ce texte en entier. Le Code noir fut aboli de facto par le soulèvement général des esclaves qui devait conduire à la naissance de la République d'Haïti le 1er janvier 1804. Mais son règne a continué dans les territoires encore en esclavage en Amérique. Aujourd'hui, je voudrais pouvoir vous dire qu'on ne verra plus jamais cela. Mais je ne serai pas à l'aise avec pareille prédiction. En effet, aujourd'hui encore, il y a des gens qui glorifient ces pratiques sur cette immense toile nommée Internet. Ce qu'on appelle l'esclavage moderne demeure une honteuse réalité. En cette fin de l'année 2022, l'esclavage règne dans le monde sous diverses formes. Proxénétisme, trafic d'êtres humains, trafic sexuel, exploitation domestique, enfants soldats, mise au travail forcé des enfants, et ce, même en Haïti. Selon les rapports de l'OIT, Organisation internationale du travail, et de la fondation Work Free, en 2019, le nombre de personnes soumises à une forme d'esclavagisme moderne était de 40 millions. En 2006, le photojournaliste mexicain Narciso Contreras nous faisait parvenir les premières photos de preuves d'une mise en esclavage d'Africains subsahariens dans l'enclave libyen. Plus que jamais, nous avons le devoir d'être vigilants. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée au Code noir. J'espère que vous avez appris quelque chose. À très bientôt pour une nouvelle émission. Et n'oubliez pas que jamais Francis Fukuyama n'a parlé de la fin de la culture.